Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme chaque semaine, je suis avec Charles Gave. Et bonjour. Qui a une petite différence cette semaine, c'est qu'il est allé chez le coiffeur. Ah non seulement ça, je me suis fait tondre, c'était horrible. J'ai été chez un coiffeur qui venait d'ouvrir à côté de chez moi. Je lui ai dit, on m'en enlevé un petit peu là, puis un petit peu là, parce que j'avais des touffes. Et il est arrivé avec la tondeuse, il m'a tout tondu. Je ressemble à... C'est ce que disait ce matin à Eric von Stroheim dans La Grande Illusion. Là. Ça, il me manque le monocle et j'ai tout de l'allemand. Oui, il peut y avoir un petit côté... ouais. Un petit côté, je vais claquer des talons quand je vais rencontrer une jolie femme. Quoi. C'est, ouais. Non, mais ça vous va pas mal. Hein. Oui, c'est bien gentil. Oh, c'est pas horrible. Hein. Donc, alors cette semaine, on a une actualité qui est peut-être un petit peu moins riche que la semaine dernière, mais avec des choses à analyser, je dirais, avec plus de profondeur. D'accord. Et c'est d'ailleurs un petit peu les émissions que je préfère. Donc, cette semaine, en l'occurrence, nous avons les midterms. Voilà. Donc, que nous avons évoqué très, très légèrement la semaine dernière, mais cette semaine, c'est plus important puisque il y a eu les élections. Alors à l'heure où on fait cette émission, on n'a pas les résultats exacts, mais on peut à peu près identifier avec quoi on va se retrouver environ. Donc normalement, au stade de ce qu'on connaît à la Chambre des représentants, on devrait avoir une majorité très courte des Républicains. Au Sénat, ça se joue encore, ça peut encore être 50-50, ça va être encore décisif. Et puis pour ce qui est des gouverneurs, on est à peu près au point. Donc, avec une exception, c'est dans l'Arizona où ils n'ont toujours pas réussi à compter les voix. Enfin, parce qu'il y a encore une fois, c'est extraordinaire que ce pays, le pays soi-disant le plus développé du monde, soit incapable d'organiser des élections. Oui, c'est 3 ou 4 jours ou 5 jours après, on ne sache toujours pas ce qui s'est passé, qu'il y ait des machines qui tournent en panne dans le coin où les gens votent mal. Enfin bref, c'est un peu fatigant de voir ce pays ne pas être capable d'organiser un système électoral où on se dit, bah oui, c'est la volonté du peuple. Déjà, la dernière fois, il y avait eu un problème monstrueux, et cette fois-ci, il y a l'air d'avoir des tas de problèmes partout. Donc, oui, absolument. Donc, et ça se passe plutôt dans les États démocrates que dans les États républicains. Donc, oui, parce que c'est un petit peu embêtant, quoi. Tout à fait, les démocrates ont cette volonté de mettre à disposition le plus de manières de voter possible, ce qui fout un bordel monstre, alors que par exemple, Ron DeSantis en Floride, il a dit non, alors ici ça va être très clair, ça va être uniquement physiquement dans les bureaux de vote, avec vérification d'identité, etc. Je veux pas de problème. Et d'ailleurs, les résultats ont été décomptés très rapidement en Floride. Rapidement. Non, mais ce qui se passe aussi avec tout ce qui se fait aux États-Unis, c'est que on voit très bien que, par exemple, le gouvernement Pompidou avait interdit le vote par correspondance parce que ça permettait toutes les fraudes. Là, si vous voulez, depuis le Covid, là, ils ont se relancé dans le vote par correspondance et on a l'impression que ça y va gaiement, quoi. Donc, si vous voulez, je trouve ça désolant de voir que... un pays comme les États-Unis ne peuvent pas organiser des élections comme il faut. Quoi. Oui, c'est assez incroyable. C'est étonnant, et d'ailleurs, je me souviens d'une déclaration, il me semble que c'était d'un député macroniste, on devait être en 2021, se poser la question pendant le Covid de l'usage ou non du vote par correspondance au présidentiel. Et donc ce député disait que le vote par correspondance était très bien parce que ça permettait d'empêcher les formations populistes d'arriver au pouvoir. J'ai envie de dire, ça veut dire que les gens, du coup, votent différemment, ou alors qu'on compte les votes de manière différente, c'est un petit peu bizarre comme assertion. Oui, c'est-à-dire que ça permettait la fraude, quoi. C'était voilà ce que disait ce député de façon à éviter à ce que ceux qui ne méritent pas arrivent au pouvoir, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Donc, mais vous remarquerez que ceux qui sont au pouvoir trouvent toujours que si les autres arrivent au pouvoir, c'est pas bien, quoi. Oui, on peut le comprendre, sauf que l'empêcher de manière non démocratique, ça c'est intolérable. Alors. Première analyse, je dirais la chose la plus flagrante que j'ai vue lors de ces élections, c'est que je m'attendais en fait à un duel entre républicains et démocrates et j'ai plus assisté à un duel entre Ron DeSantis et Donald Trump. En fait. C'est ce qui s'est passé, c'est pas faux, c'est une bonne analyse. Ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, on se rend compte que Trump a un immense pouvoir d'attraction sur une partie importante de la population américaine. Dans les meetings qu'il organise, il y a toujours des dizaines de milliers de personnes qui sont très enthousiastes, mais qu'à l'évidence, il ne réussit pas à dépasser cette espèce de clientèle à lui pour aller vers un peu plus loin.
Et donc la question qu'on peut se poser, c'est si c'est le candidat la fois d'après, il va sûrement faire une très belle campagne, ça va être très amusant, il va dire du mal des gens dans tous les sens, ça sera parfait, mais il y a beaucoup de gens qui aux États-Unis détestent Trump au point que ça amène à voter pour les démocrates. Ouais. C'est ça, et ça c'est très embêtant quand il y a un type qui... C'est un peu comme le cordon sanitaire qu'on avait contre Le Pen, des gens finissaient par tous aller voter pour Macron ou je sais pas qui, ou Hollande, en se disant que c'était mieux que Le Pen, mais c'est pas une solution satisfaisante. Donc DeSantis est apparu depuis 4 ans à peu près, il a très bien géré la crise du Covid en Floride. Ils n'ont pas fermé les écoles, enfin bref, ils ont plutôt moins de morts que les que les États qui ont beaucoup fermé. Et il apparaît maintenant comme un vrai leader. Comme un vrai leader et un type qui a exercé le pouvoir et qui l'a exercé à la satisfaction générale. Et non pas. Donc il est possible que la grande histoire des 2 ans qui viennent, ça va être comment le Parti républicain va-t-il réussir à se débarrasser de Trump pour faire monter DeSantis. C'est un peu ça, parce que moi, ce que j'analyse, à titre personnel, j'ai une préférence pour Donald Trump. C'est-à-dire, si on me disait, aux États-Unis, il n'y a qu'un vote, c'est le tien, tu décides de qui va à la Maison-Blanche, moi, je dirais Trump plutôt que DeSantis. Oui. Maintenant, il y a le choix entre le cœur et la raison, et c'est-à-dire qu'il y a quelques statistiques. Bon, déjà, par exemple, DeSantis s'était imposé en 2018 à même pas 1% près face à son opposant démocrate. La Floride est un swing state, normalement. Oui, là, maintenant, il s'est imposé plus de 1%. Voilà, c'est ça passe à droite à gauche. Là, il a gagné avec un écart de 20% contre, en plus, un ancien... l'ancien gouverneur de Floride dans les années 2000. Et donc 20%, c'est énorme. Donc il en a fait un bastion républicain. Absolument. Donc c'est absolument incroyable. Et il a gagné le county de Miami, qui est toujours démocrate. Et absolument. Personne n'avait jamais gagné. Absolument. Le comté de Miami, donc, où Biden l'avait emporté avec 16 points d'avance, ben là, sur ce coup, il l'a emporté avec 11 points d'avance, DeSantis. Donc ce qui est extrêmement difficile. Ce qui prouve qu'il est capable de faire voter pour lui des gens. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui hésitent beaucoup à voter pour Trump. Tout à fait. Pour toute une série de raisons. Là, elles n'ont pas l'air de problème à avoir DeSantis. Donc, il a l'air d'être une personnalité beaucoup moins clivante que Trump. Oui, c'est ça. Donc, le grand vainqueur de ce scrutin, c'est DeSantis. Oui, je suis assez d'accord. Et je pense que ça va se sentir beaucoup dans les prochains sondages chez les Républicains, où d'ordinaire... Les Républicains ont une préférence entre les 2/3 et les 3/4 pour Donald Trump jusqu'ici, et le reste allant à DeSantis. Je pense que ça va être beaucoup plus serré, voire en faveur de DeSantis. Des primaires, parce qu'ils vont sans doute se présenter tous les deux. Et moi aussi, qui a toujours été amusé par Trump, il y a quelque chose dans les 4 ou 5 jours qui ont précédé l'élection qui m'avait un petit peu douché. C'était qu'il commençait à dire beaucoup de mal de DeSantis. Oui. Et ça, je trouve que ça se fait pas. On n'a pas le droit de tirer sur les gens de son parti. Qui disent du mal de la terre entière, je m'en contrefous, mais pas des gens de son parti. Ça se Tout à fait, oui. Il avait dit, genre, s'il se présente, je vais vous révéler des trucs. En gros, c'est pas un saint. Et puis même hier soir, donc il avait fait un truc sur un équivalent d'un tweet, quoi, sur son réseau social, où il disait, oui, voilà, DeSantis, il a eu tel nombre de votes en Floride. Moi, j'en avais eu 1 million de plus à l'élection de 2020. Du coup, en fait, je suis encore meilleur. Oui, sauf que évidemment, les gens se déplacent moins pour les midterms que pour les élections présidentielles. Donc c'est normal, quoi. Non, mais donc là, il a eu un côté mesquin qui est apparu d'un seul coup qui m'a... Oui, moi aussi, ça me rebute un peu. Et ça m'a un petit peu gêné. Et je ne dois pas être le seul. Hein. Oui, forcément, comme Trump, depuis qu'il s'est imposé en 2016, n'a eu aucun adversaire au sein de son propre camp, il n'avait pas besoin de tirer sur qui que ce soit, il n'avait pas besoin de susciter la division, etc. À la limite, il tirait sur les néoconservateurs de l'ère Bush, mais enfin, ça faisait de mal à personne. Voilà, les Mitch McConnell, les mecs comme ça. Mais bon, ça, tout le monde s'en fout. Or, DeSantis, il a une vraie base populaire et aujourd'hui, il a une légitimité en tant que potentiel candidat au présidentiel. Donc, il risque de pas se faire des copains, Trump. Donc, bon. Il a bien géré son État. Donc, moi, la conclusion que j'en tire, c'est Trump attire des foules énormes à lui, mais à l'évidence, il attire aussi des tas de gens qui ne veulent à aucun prix de lui. Donc, c'est un peu gênant, quoi. C'est le principal reproche que j'aurais à faire à Trump, c'est que malheureusement,
En fait, c'est une machine incroyable à mobiliser les républicains, ça fait aucun doute. Une partie des républicains, oui. Une très grosse partie des républicains, oui. Mais c'est aussi une machine à mobiliser des démocrates, quoi. Oui, dans l'autre sens. Donc le problème, c'est que l'enjeu pour moi de la présidentielle 2024, ça va être surtout de faire en sorte que les démocrates restent chez eux le jour du vote, quoi. Oui, quoi qu'il en soit, c'est qu'ils ne viennent pas voter contre le candidat républicain, qu'ils essayent de trouver un type qui soit suffisamment, si j'ose dire, gentil et avenant pour qu'on les autres n'essayent pas de le détruire. Donc, non, mais c'est ça, je crois que j'ai été surpris par, dans le fond, l'absence de vague rouge, là, vous savez que le Parti républicain, ça m'a surpris, parce que tous les journaux me disaient que ça allait être un tsunami et je sais pas quoi, ça a été une vague là. Tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a une sorte de concordance avec une autre élection de midterm, c'était celle sous Carter, où pareil, alors les républicains avaient eu une sorte de victoire à la Pyrrhus, un petit peu comme cette fois-là. Et je me dis, en fait, quelque part, c'est quand on a des présidents démocrates complètement anecdotiques, c'est ce qui fait ne pas vraiment gagner les républicains, quelque part. Oui, et puis il a distribué beaucoup d'argent, et puis ils ont utilisé toute une série de trucs, comme de dire que c'était la fin de la démocratie si les républicains sont élus, ce qui est un peu curieux, parce qu'à la base de la démocratie, c'est d'accepter la victoire de l'autre camp. Mais enfin, voilà, moi il me semblait que le passif des démocrates était énorme, mais... Non mais évidemment, il est énorme. Mais ça n'a pas eu l'air de toucher les gens. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu vraiment un effet repoussoir avec beaucoup de candidats qui étaient présentés par Trump, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'ils étaient assez jeunes, assez inexpérimentés. Et aussi, j'ai l'impression que ce qui n'a pas beaucoup plu, c'était la remise en question à chaque fois du résultat de 2020. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont dire oui, ok, c'était pas clair, c'était peut-être truqué, etc. Sauf que de toute façon, on va pas réussir à changer le résultat. Ce qui compte, c'est les élections futures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour changer le futur ? Déjà, les républicains s'y sont attelés, puisque aussi bien au Texas qu'en Floride, un peu partout où ils sont au pouvoir, ils ont essayé d'assainir un peu les règles qui permettent la votation. Absolument. Mais les démocrates n'ont pas fait le boulot. Donc là encore, on se retrouve avec... Si vous voulez, dans des États comme le Pennsylvanie, l'Arizona, tout ça, on a l'impression qu'il y a encore des machins qui sont pas bien nets, quoi. C'est assommant, parce que du coup, on peut plus avoir confiance, quoi. Ouais. Et puis, il y a encore un élément aussi que je trouve intéressant, c'est que alors, les républicains, pour gagner, doivent être obligés de composer avec autre chose que les blancs. Les blancs aux États-Unis, s'il n'y avait que eux qui votaient, les républicains seraient au pouvoir depuis Nixon, de manière continuelle. Bon, il faut bien composer avec les autres, notamment, je pense notamment aux latinos, qui votent encore majoritairement démocrates, mais de moins en moins. Ouais. Et il y a notamment DeSantis, donc la Floride, c'est quand même très connu pour avoir beaucoup de communautés latino, à tel point qu'en Floride, c'est très commun de parler espagnol. Ils font leur campagne en espagnol. Voilà, regardez Rubio, DeSantis... Ils font leur campagne en espagnol. Oui, voilà, c'est une seconde langue, voire même une deuxième langue de locale, quoi. Bref. Et il a réussi à avoir un très bon score dans cette communauté-là. Donc, on peut se poser la question aussi de transposer ce phénomène-là au niveau national, ce qui permettrait enfin aux républicains de l'emporter. Et enfin, je dirais aussi, il y a un truc qui m'a un petit peu énervé, c'est les libertariens. Alors, j'ai une sympathie naturelle pour les libertariens. Mais qu'est-ce qu'on foutre à 1% ou à 1,5% à faire perdre des candidats de droite ? Voilà, c'est ça. Parfois, il y a eu beaucoup ce phénomène-là où le candidat républicain à la Chambre des représentants perd de 1,5%, 2% face au candidat démocrate, parce que le libertarien, il se dit pro-armes, il se dit pro-liberté d'expression, etc., mais il est peut-être pas d'accord sur tel ou tel truc, peut-être par exemple sur l'avortement. Du coup, il va pas voter pour le républicain. Du coup, le démocrate va passer. Du coup, il va y avoir des lois anti-armes qui vont passer, etc. Du coup, à la fin, c'est quand même à la faute des libertariens. Oui, c'est ça. Il y a tout ce côté de... ça des gens qui... je veux pas dire du mal des gens, mais enfin, c'est un petit peu comme, si vous voulez, les anti-nucléaires qui sont financés par les sociétés pétrolières, quoi. Ouais. Ça fait partie de ces coups à double bande auxquels, dans la politique, il faut s'habituer, parce que donc je sais pas où ils trouvent leur argent, ces bons libertariens, mais c'est peut-être chez Soros.
Ouais, il y a peut-être... oui, je suis pas du tout spécialiste des financements des libertariens. En tout cas, Soros a beaucoup financé cette campagne pour les démocrates, en l'occurrence. C'est le plus gros donateur Oui, bien sûr. de toute la campagne. Mais c'est vrai, bon, les libertariens, ils sont sympathiques en dehors des élections, mais là, quand même, bon, ils déçoivent un peu. Bref, du coup, je dirais que le truc le plus important à regarder, c'était vraiment cette victoire, en fait, au final, plus de Trump contre DeSantis, de DeSantis contre Trump que des républicains contre les démocrates. C'est-à-dire qu'on voit apparaître d'un seul coup un rival pour Trump. Oui, pour ça, avec, 2024. Avec une vraie légitimité. Alors qu'on s'imaginait que personne n'allait oser se mettre contre lui. Peut-être que si, il y a peut-être un gars qui va y aller. Tout à fait. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis assez d'accord. Moi aussi. Parce que en fait mais même... aussi il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est si, comme je le pense, on va le voir, les républicains ont le contrôle de la Chambre des représentants, ils vont quand même lancer toute une série d'enquêtes sur le FBI, sur la CIA, sur le ministère de la Justice, et l'atmosphère va être irrespirable sur Biden, sur son fils. L'atmosphère va être irrespirable pour les 2 ans qui viennent. J'espère qu'ils vont les rendre irrespirables en tout cas. Sinon, c'est qu'ils font. Si c'est pas irrespirable, c'est qu'ils font pas bien le boulot, quoi. Voilà, donc, c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'était un petit peu ça ce qu'il y avait analysé selon moi. C'est intéressant. Donc voilà, je sais pas si vous avez encore des trucs à dire. Et encore autre chose, si vous voulez, c'est que les médias nous annonçaient ceci, les sondages d'opinion, ils sont plantés d'anthologie, quoi. C'est vrai, ils se sont plantés. Une fois de plus, ça sert à rien, ces trucs. Alors, effectivement, à part pour la Floride, les sondages étaient plutôt, en fait, limite surestimés certains républicains. Partout. Et donc c'est ça qui était assez intéressant. Et donc, on n'a pas eu la vague rouge escomptée. Après, moi, je m'attendais en fait un petit peu à ce qui s'est passé, mais bon, j'ai quand même été un peu déçu parce que j'espérais au fond que moi j'espérais qu'il prendrait aussi le Sénat, mais enfin c'est pas complètement perdu puisque ça va se passer le 6 décembre en Géorgie sans doute, ou comme en 2020 d'ailleurs, où c'est les élections de Géorgie qui ont fait la majorité démocrate au Sénat, quoi. Ouais. Donc voilà, on a assisté un petit peu à ce phénomène paradoxal qui est que ce que les républicains avaient gagné il y a quelques années grâce à Trump, en quelque sorte ils l'ont un peu perdu cette année à cause de Trump, ce qui est très regrettable. Mais enfin bon, il faut savoir aussi évoluer un peu. Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Ouais. Donc, sujet suivant, je voudrais évoquer un autre sujet qu'on n'avait peut-être pas évoqué depuis un bout de temps, c'est la Russie avec l'Ukraine. Oui. Donc, on a un retrait de l'armée russe dans la ville de Kherson. Donc, je voudrais savoir si pour vous c'est quelque chose d'important ou pas, si c'est un peu surinterprété par tout le monde, parce que tout le monde voit ça comme un gros échec encore de l'armée russe. Est-ce que finalement c'est très important ou pas? Il faut toujours regarder les cartes. Vous savez, quand vous parlez de guerre ou de géopolitique, il faut regarder les cartes. Et Kherson est traversé par une espèce de rivière, là. C'est pas le Dniepr, je sais plus comment elle s'appelle. Et il est évident que c'est plus facile de défendre de côté de la rivière que de l'autre. Ça va de soi. Donc ils se mettent en position de défense là. Mais pour moi, la vraie nouveauté, ça va être l'hiver. Puisque, tout devient gelé. Et donc, les tanks n'ont pas besoin de passer sur les routes où ils peuvent se faire choper, où il peut y avoir des mines ou n'importe quoi. Mais ils peuvent passer directement dans la campagne, le sol est gelé. Les grandes batailles de tanks, la plus grande bataille de tanks de la Seconde Guerre mondiale a eu lieu dans ce coin-là, d'ailleurs. On parle toujours de Stalingrad, mais la plus grande défaite, ça a été je crois que c'était de Kursk, c'était par là, où les Allemands ont perdu. Donc, il y aura ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand le sol est enneigé, vous voyez immédiatement s'il y a des gens qui passent ou qui vivent dans le coin, avec vos drones ou vos satellites. Vous voyez les gens qui sortent pisser pendant la nuit, vous voyez sur les traces le lendemain, quoi. Mm-hmm. Et donc, vous pouvez suivre les traces, et puis, poum, taper là où les traces commencent. Quoi. Et ce que je veux dire, c'est que si je regarde la disproportion des forces entre la Russie et l'Ukraine, ça va être un bain de sang.
Les Ukrainiens vont se faire massacrer, ça va être... et puis en plus, ils ont plus d'eau, plus d'électricité, quasiment plus d'Internet. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui proposaient en Ukraine de virer la population de Kiev. 4 millions de personnes, je ne sais pas où ils vont aller, en Pologne, j'en sais rien. Donc je crois que cette histoire d'Ukraine, ça s'est passé dans un premier temps, la Russie qui avait dit « je ne veux pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN », elle est rentrée dedans, mais avec une armée assez légère. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire, mais je me trompe sans doute, qu'un pays est envahi par une armée qui est la moitié de la taille de son armée. C'est-à-dire que les Russes sont rentrés avec 150 000 hommes, et l'armée ukrainienne était de 300 000, quoi. Donc, ce qui n'était jamais fait. D'habitude, il faut plus d'un rapport de 2 à 1 dans l'autre sens, quoi. Bon, et puis, donc, ils ont conquis ce qu'ils voulaient conquérir, c'est-à-dire l'Est, les provinces russophones. Tiens, il y a quelqu'un qui arrive, là. Les provinces russophones, et puis ensuite, ils ont essayé de négocier. Et tout le monde s'est mis d'accord en mars pour essayer, je vous l'ai dit déjà, je crois, la dernière fois. Il y avait eu un accord qui avait été fait entre les Russes, les Turcs et les Ukrainiens pour bloquer pour qu'on arrête la guerre et qu'on arrive à des solutions, l'autonomie des 2 provinces russes et puis l'Ukraine qui devenait un État neutre. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis et la Grande-Bretagne, en particulier la Grande-Bretagne, ont refusé. Et ce qui s'est passé aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à ce moment-là, les troupes ukrainiennes ont commencé à être soutenues, remplacées, armées par des troupes otaniennes, si j'ose dire. Beaucoup de volontaires entre guillemets. Et donc là, la Russie a un peu souffert, parce qu'elle ne s'attendait pas à avoir une résistance comme ça. Et c'est là qu'évidemment, Poutine a levé 300 000 hommes, quoi. Et donc, si j'ose dire, dans la première partie de la guerre, les Russes et les Ukrainiens se sont mis sur la gueule entre eux. Puis dans la deuxième partie de la guerre, les Ukrainiens ont été soutenus, appuyés, remplacés par des gens qui étaient tous sauf Ukrainiens, quoi. Et ça a été la deuxième partie de la guerre qui se termine maintenant. Et maintenant, quand les Russes se sont rendus compte qu'ils avaient ce problème, ils ont décidé de détruire les infrastructures ukrainiennes. C'est-à-dire ce qu'ils n'avaient pas fait avant, c'est-à-dire l'électricité, tout ça. Bon. Et il n'y a plus d'infrastructure en Ukraine. Donc, le vrai problème, c'est si vous n'avez pas de train, si vous n'avez pas d'électricité, si vous n'avez pas de ceci, si vous n'avez pas de cela, votre Internet, il marche moyen, vos informations, ça marche moyen. Et donc, d'un côté, vous avez un système qui est toujours parfaitement organisé avec de l'électricité et tout du côté russe, et de l'autre côté, il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a plus rien. Donc, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Mais en attendant, j'aimerais pas être un soldat ukrainien par moins 40 là-bas, quoi. Et alors, je vois une espèce de mouvement géopolitique, enfin surtout plus diplomatique que géopolitique, c'est-à-dire que je vois beaucoup d'Ukrainiens, en tout cas d'espèces de porte-parole autoproclamés de l'Ukraine en Occident, reprocher à beaucoup de pays occidentaux le fait de demander à l'Ukraine d'entrer en négociation avec la Russie. C'est-à-dire que ça va pour le coup un petit peu à rebours du discours qui consiste à dire que l'OTAN c'est une bande de va-t-en-guerre, etc. Parce que là, pour le coup, on semble demander à l'Ukraine de négocier et l'Ukraine n'a pas forcément envie. L'OTAN, c'est probablement, elle ne doit pas écouter BFM TV ou je sais pas quoi, mais elle sait probablement que les Ukrainiens vont prendre une branlée monstrueuse dans les 3 mois qui viennent. Elle essaye elle sait que, peut-être c'est elle, ou j'en sais rien, peut-être que la guerre est perdue pour l'Ukraine, et elle essaye de limiter les dégâts. Parce que, comme je l'avais dit il y a déjà quelques mois, le problème avec cette guerre, c'est que la Russie ne peut pas se permettre de perdre, mais l'OTAN ne peut pas se permettre de perdre non plus. Donc, si l'OTAN se rend compte qu'ils ont perdu, ils essayent peut-être de dire aux Ukrainiens, dites, vous ferez bien maintenant d'essayer de faire ami-ami avec les Russes. Mais honnêtement, le fait qu'on fasse ami-ennemi avec les Russes si on est les Ukrainiens, c'est peut-être pas très élevé dans leur priorité. Hein. Donc ils s'en foutent que l'OTAN perde.
Oui, c'est ça. Ils s'en foutent. Et en plus de ça, il y a évidemment... Il y a un côté désespéré chez eux. Et puis, au-delà de ça, il y a, je dirais, du côté de l'OTAN, il y a un côté un peu cynique, c'est-à-dire on va considérer des critères de victoire. Par exemple, peut-être que si on s'arrête là, aux frontières d'aujourd'hui, pour l'OTAN, c'est une victoire, alors que pour les Ukrainiens, ça ne l'est pas. Les Ukrainiens veulent reprendre non seulement toute la partie Est, mais même dans leur idée, ils voudraient reprendre la Crimée. Oui, qui n'a jamais été ukrainienne. Mais alors, non seulement qui n'a jamais été ukrainienne, enfin, bon, jamais très, très longtemps, mais qui, je veux dire, en plus, les États-Unis n'ont pas du tout dans leur plan l'idée de reprendre la Crimée. Enfin, pour eux, c'est une affaire classée, même s'ils ne la reconnaissent pas officiellement. Il y a une reconnaissance implicite, quoi, tacite. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on ne dit pas, c'est qu'il commence à y avoir des mouvements de population assez forts en Pologne, en Hongrie, un peu partout, en Tchéquie, en disant mais qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Pourquoi on y est? Et pourquoi on doit avoir une récession pas possible? Pourquoi on va rien avoir à bouffer? On va cailler cet hiver. Donc il est possible aussi que, si j'ose dire, comme on dit en termes militaires, que l'arrière ne tienne pas. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait tous se battre, partir en croisade contre la Russie, avec des grandes croix rouges sur nos manteaux blancs. C'est peut-être pas certain qu'il y ait des tas de gens qui ont envie d'y aller, quoi. Et en particulier, l'Allemagne a l'air de drôlement branler dans le manche. Elle est allée faire un tour, le Premier ministre a été faire un tour à Pékin pour essayer d'expliquer aux Chinois qu'il était tout à fait d'accord pour continuer à travailler avec eux, ce qui n'était pas exactement dans les plans américains, quoi. Oui. Et donc on sent bien que l'Allemagne commence à se dire, est-ce que je ne serais pas en train de me faire avoir, quoi. Oui, c'est notamment la question d'un rachat d'un port. D'un port, ils ont vendu un port. D'ailleurs, personne dans l'administration allemande ne semble être d'accord, mais il y a juste enfin pas le Premier ministre, le chancelier qui dit « Oh, bah moi, il n'y a pas de problème, je valide. » Voilà. L'alliance germano-russe entre l'industrie allemande et les matières premières russes, c'est un vieux rêve, et c'est ce que les Américains essayent d'empêcher depuis toujours. Mais curieusement, ils vont peut-être accélérer ce mouvement, parce que il y a aussi autre chose qui se passe, qui me paraît absolument invraisemblable. Vous savez, à l'intérieur de l'Europe, je crois que la Commission européenne, sans en avoir le droit, bien entendu, a levé quelque chose comme, je ne sais plus, 130, 140 milliards d'euros d'emprunts qu'elle distribue aux différents pays en Europe, pour, vous savez, le Covid, etc. Bon. Mais ils ont mis des conditions à ces emprunts. Et ils ont mis des conditions pour la Pologne, comme des changements dans la désignation des juges, etc. Et les Polonais sont en train de leur dire « Eh oh, c'est pas vous qui allez intervenir sur la notion de la justice. » Donc, on se rend bien compte que la commission qui a levé cette pognon sans en avoir le droit se sert maintenant de ce pognon pour faire levier sur les pays en disant « Si vous ne faites pas ce que je dis, vous ne l'aurez pas. » Mais je ne sais pas si c'est bien convenable, ça. Donc on a l'impression que Mme von der Leyen a pris sur elle de dire « Bon, ben on va se payer la Pologne maintenant. » Alors non seulement c'est pas convenable, et en plus de ça, je trouve que la Pologne a plutôt un rôle exemplaire récemment avec cette affaire ukrainienne. Enfin, ils sont très pro-ukrainiens, plus par anti-russisme pour des questions oui, et puis aussi parce que si vous voulez, quand vous regardez la carte de la Pologne historiquement, il y a le tiers de l'Ukraine, la partie sud-ouest, qui a toujours été polonaise. Oui, donc ils se disent peut-être, on va peut-être récupérer ce qui était toujours la Pologne. Moi j'ai toujours dit que l'Ukraine c'était un pays un peu bizarre parce que vous aviez à peu près un tiers de Polonais, un tiers d'Ukrainiens au milieu et un tiers de Russes sur la droite, enfin à l'est. Et donc les trois ne pouvaient pas se voir. Donc si vous dites qu'une nation c'est fait pour vivre ensemble, en fait il y a de la place au milieu, autour de Kiev, comme ça, il y a un couloir ukrainien, puis de l'autre côté c'est les Polonais, puis de l'autre côté, puis en bas il y a les Hongrois. Il y a aussi qui se sont fait piquer une grande partie de leur territoire en 18. Donc, tout ça, c'est... Il y a des non-dits, et il y a des tas de gens qui disent sur la Pologne qu'ils attendent avec impatience de recouvrir leur partie ukrainienne, quoi. C'est vrai que depuis notamment la Seconde Guerre mondiale, même encore plus depuis la chute de l'URSS, les frontières en Europe sont très stables. Il y a peut-être un moyen de filouter quelque part. C'est pas ça, oui bien sûr, mais quand un empire s'écroule, ses frontières deviennent un petit peu stupides. C'est comme la ligne 16-Picot qui séparait l'Irak de la Syrie qui avait été fait avec un crayon à Paris, comme ça, on avait fait comme ça, voilà. Et on avait dit à gauche vous êtes ukrainien, à droite vous êtes syrien, bon très bien.
Mais ensuite, quand la réalité reprenne le dessus, vous retrouvez les peuples en dessous. Ouais, bien sûr. Et on voit très bien que tout l'est de l'Ukraine sont des Russes qui sont arrivés là par hasard. C'est complètement par hasard. Donc, ils n'ont pas du tout envie, par exemple, qu'on les empêche de parler le russe, ni d'éduquer leurs enfants en russe, ni d'aller dans les universités russes, et on leur a interdit. Donc, quand un empire s'écroule, dans le fond, il faudrait peut-être faire quelques référendums pour dire avec qui vous voulez être, quoi. Ça paraît... Ça avait été le cas, pour le coup, en Ukraine en 91. Oui, il y avait eu quelques référendums, mais je ne sais pas si on avait bien demandé leur avis aux deux. Et puis c'était avant le coup d'État de Maïdan, qui a fait tomber les gens qui avaient voté justement. Tous ceux qui avaient voté pour le gars qui avait été déposé par les Américains, un coup d'État de Maïdan, c'était les Russes, c'était les gars du Nord-Est qui avaient tous voté pour le candidat qui était pro-russe. Et il y a eu un coup d'État pour le remplacer par un candidat pro-européen, pro-américain et pro-OTAN. Donc, si vous voulez, c'est des histoires de fou, tout ça. C'est... Quand vous regardez, par exemple, la carte de l'Afrique qui a été faite à la règle. qui a été faite complètement en fonction de l'endroit où les troupes françaises ou anglaises s'arrêtaient face à face, quoi. Donc on mettait la frontière là. Mais vous avez des pays africains, vous avez la moitié du pays, la moitié du peuple qui est d'une ethnie, et puis l'autre moitié du peuple de la même ethnie qui est juste de l'autre côté de la frontière, je veux dire. Et puis à part ça, les deux autres ethnies, elles n'ont rien à voir avec celui-là. Donc on aurait dû faire un pays autour de cette ethnie, un autre pays autour de l'autre ethnie, et en fait, tout le monde se met sur la gueule avec beaucoup d'entrain, quoi. Oui, mais évidemment, il y avait la question s'était posée avec une espèce de conférence africaine après la période de la colonisation, où il s'était posé la question, est-ce qu'on maintient les frontières ou pas? On peut comprendre la difficulté de redéfinir des frontières. Surtout c'est très difficile, surtout si en dessous il y a du pétrole. Oui, alors là, ça devient quasiment impossible, quoi. C'est sûr que oui, là, même si les ethnies sont pas d'accord, bon, il y a un moment donné, les priorités économiques sont les priorités économiques. Cette histoire, en fait, on a deux principes essentiels, celui béton du traité de Westphalie, là où on respecte les frontières, bon, c'est très bien, on ne touche plus parce que on ne va pas se remettre sur la gueule pour rien. Et l'autre, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bien sûr, c'est deux grandes questions. Et ça, c'est deux principes qui sont complètement en opposition. Absolument, oui. Et on le voit en Ukraine tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est la vraie question. En vrai, c'est une question absolument fondamentale dans l'approche de... on aurait peut-être pu avoir des gens dans les Nations Unies qui auraient une commission spéciale qui s'occuperait d'organiser des référendums pour retracer les frontières. Je suis on ne peut plus d'accord. Pour moi, il aurait fallu... Évidemment, c'est un vœu pieux puisque personne ne semble le vouloir, mais pour moi, il aurait fallu, notamment dans ces régions du Donbass, des vrais référendums avec des observateurs ukrainiens, des observateurs russes, des observateurs des Nations Unies, je sais pas, et voilà, contrôler que tout se passe bien, et ensuite on mettait la frontière là où les gens plus ou moins 50%, et puis choisissez votre camp, quoi. C'est ça, mais c'est un peu ça, donc pendant longtemps les frontières ont été faites en fonction des avancées des colonisateurs, si j'ose dire. Parce que les Russes ont colonisé toute la Sibérie et tout, et un petit peu vers le sud aussi. Là maintenant, il faudrait peut-être trouver une autre façon de faire la frontière. Effectivement, c'est une question absolument fondamentale dans l'approche de ce conflit. Pour moi, c'est la jeunesse. Qui est maintenant, je crois, présidente en Géorgie. J'avais lu un bouquin d'elle il y a quelques années, qui je crois qu'elle a fait l'ENA d'ailleurs, qui était plus ou moins francophone. Enfin, je crois que c'était elle d'ailleurs. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle avait une très belle formule, c'est les frontières sont les cicatrices sanglantes de l'histoire. Oui, c'est vrai qu'il y a... C'est ça, les frontières sont les cicatrices sanglantes de l'histoire. Et là, c'est une cicatrice qui n'a jamais été nettoyée. C'est vrai. Et donc on en prend plein la gueule, tout le monde en prend plein la gueule, simplement parce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord. C'est complètement idiot. Et là, l'Europe aurait pu jouer un rôle très important. Sortir les États-Unis de la discussion, qui voulaient se payer la Russie de toute façon, et essayer de négocier une espèce de protectorat européen, ou j'en sais rien, sur les régions. Donc l'Europe aurait pu jouer un rôle diplomatique très important. Rien du tout, elle s'est vendue à l'OTAN à toute allure. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Oui. Tout à fait. La question suivante que je voulais évoquer, en fait, je suis tombé hier ou avant-hier sur un graphique assez intéressant. C'est un graphique sur la Chine, et notamment sur la démographie chinoise. Oui, ça va s'écrouler, oui, c'est en train de s'écrouler. C'est-à-dire qu'on a donc une courbe qui est très stable, c'est le nombre annuel de décès, oui.
Et on a une courbe qui est complètement descendante, c'est le nombre annuel de naissances. Oui. Et ce qui est très curieux, contre-intuitif... La population chinoise baisse à peu près 2 millions par an en ce moment. C'est un truc de dingue. Et donc, si on continue à cette vitesse-là, d'ici peut-être 1, 2, 3 ans, le nombre de naissances sera inférieur au nombre de décès. Il y a longtemps qu'on est là en Europe. Voilà, mais ce qui signifie donc que la population baisse instantanément. Et donc je me pose la question, est-ce qu'on ne va pas assister au déclin chinois avant même d'assister à cette puissance? C'est ce qu'on dit en Asie, c'est la Chine sera vieille avant d'être riche. Ouais. C'est une vieille blague, c'est pas faux. Mais alors, ça a des implications qui sont extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que jusqu'il y a à peu près 2-3 ans, oui, peut-être 4-5 ans, parce que le temps passe vite, il y avait à peu près 2 millions de jeunes qui arrivaient sur le marché du travail chaque année. Donc, il fallait trouver 2 millions d'emplois chaque année. Ce qui veut dire que la Chine était obligée de pousser massivement à l'extérieur, de vendre à l'extérieur, de faire des investissements d'infrastructures pour employer tous ces gens-là. Maintenant, la force de travail baisse d'à peu près 2 millions par an, tous les ans. Ça veut dire qu'ils n'ont plus du tout aucune pression pour trouver des boulots pour des gens qui, en fait, ils ont trop de boulot et pas assez de gens, quand même. Ce qui risque de nous arriver aussi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette espèce de poussée extraordinaire que la Chine a fait vers le reste du monde pour vendre des produits et tout, elle n'a plus de raison d'être. Et ce qui est très intéressant quand vous analysez l'histoire de la Chine, c'est qu'il y a eu de longues périodes en Chine, longues périodes pas toujours, mais enfin des périodes en Chine, où la Chine s'ouvrait, et puis d'un seul coup, la Chine se fermait. En général, quand on changeait d'empereur ou n'importe quoi. Au point que, par exemple, après un empereur qui avait beaucoup ouvert, il y a l'empereur suivant qui n'aimait pas du tout les bateaux, qui n'aimait pas la mer, il y avait des types qui arrivaient qui étaient emmerdants, qui avait interdit à tout le monde de vivre à moins de 60 km de la côte. Il disait, tout ça, c'est des barbares, là, donc... tous ceux qui sont là, vous n'avez pas le droit, on vous ramène à l'intérieur. Bon. Donc, je me pose la question, est-ce que Deng Xiaoping, c'est celui qui a ouvert la Chine, justement parce qu'il avait cette pression démographique énorme, est-ce que Xi, c'est pas celui qui va la refermer? Possible. Et si Xi la referme, si vous voulez, comme beaucoup d'usines sont en Chine, beaucoup des produits sont en Chine, etc., va falloir qu'on réouvre un petit peu pour s'occuper de nous, quoi. Des usines chez nous ou ailleurs. Mais l'embêtant, c'est que ça va être beaucoup plus cher. Donc si la Chine se referme, la poussée inflationniste dans le reste du monde... Ça va être dingue, oui, bien sûr. ça va pas être rien. Oui, ou alors il faudra retrouver encore un autre producteur encore plus pauvre. Oui, alors vous dites il y a l'Inde et tout, mais l'Inde, ils ont des tas d'avantages. Ils seront 1 milliard. Quel sera le pays le plus peuplé dans le monde dans 10 ans? Et ce, d'autant plus que si vous prenez l'Italie, la France, pas la France, parce que la France, on a une natalité d'origine étrangère qui est forte, mais l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Tchéquie, la Pologne, etc. Tous ces pays, si on prend un horizon à 30 ans, leur population va baisser de moitié dans les 30 ans qui viennent. Par déficit de naissance. Ce qu'on appelle le taux de fertilité des femmes, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme. Normalement, chaque femme devrait faire 2 enfants pour remplacer elle et son mari, ou le mec avec qui elle a fait l'enfant. Ben là, dans certains coins, on est à 1,2, 1,3. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on va avoir un effondrement à la fois des populations chinoises et européennes qui ne va pas être triste. Et le seul endroit où il y a encore un petit peu de croissance démographique, c'est plus tellement l'Afrique du Nord, parce qu'ils sont plutôt à 2 maintenant. C'est plutôt l'Afrique subsaharienne. Oui, où là, parfois, on a un taux de natalité à 5, 6, 7. Voilà, donc, il va y avoir des mouvements de population qui sont une espèce d'énorme vide qui se crée. Alors, les pays qui ont encore une bonne démographie, il y a l'Inde, bien sûr, il y a les Philippines, il y a la Malaisie un peu, il y a le Pakistan, bien sûr. Mais le grand problème dans les 30 ans qui viennent, ça va être l'absence de travailleurs. Ça aussi, ça fait remonter les prix. Je veux dire, où que je regarde, je me dis, 20 Dieu, qu'est-ce que l'inflation va monter? Ouais. Donc, il va y avoir des mouvements de population qui sont
Mais alors, justement, c'est quand même un truc auquel on peut réfléchir, non? Justement, c'est une question que je voudrais vous poser. Donc, qu'est-ce que mon niveau de vie avait baissé, quoi? Je voudrais vous poser justement une question sur l'inflation, qui est en quelque sorte deux questions, parce que il y en a une qui est plutôt à court terme et une plus à long terme pour ce qu'on vient d'évoquer. Comment on pourrait essayer de l'éviter ou du moins de la diminuer? Parce que par exemple, bon, on critique beaucoup les décisions prises en France, dans l'Union européenne, de manière tout à fait légitime. Et que ce soit en France ou en général dans l'Union européenne, il y a beaucoup d'inflation. Il y en a aussi ailleurs, il y en a en Grande-Bretagne qui, pourtant, qui maîtrise sa monnaie. Il y en a aux États-Unis, etc. Je me dis, qu'est-ce qu'il fallait faire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour éviter ce phénomène ou du moins le diminuer considérablement? Alors là, il faut revenir à la racine du problème. Je vais encore vous parler de Milton Friedman. Bah, allez-y. Vous savez, c'est quand même très mal. Il mesurait 1m50, mais c'était un homme très, 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 très dangereux. Cette blague, il était sympa comme tout. Enfin, bref, il n'y a que les crétins qui ne comprennent rien, qui disent que Milton Friedman était un âne ou un méchant. Il aimait la liberté, c'est tout. Bon, je vais vous parler de Milton Friedman. Alors, il disait, si les prix montent et si votre niveau de vie baisse, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que l'État vit trop bien et vous pas assez. Et c'est exactement ce qui se passe. Encore une fois, regardez ce qui se passe. Les retraites, le paiement des retraites représente à peu près 14% du PIB en France. Ce qui est beaucoup d'ailleurs, c'est plus que dans les autres pays où c'est plutôt 11 ou 12%. Bon, on est à 14%. Très bien, mais on a des trous terribles parce que justement notre population commence à baisser, les baby boomers partent à la retraite, donc il y en a beaucoup qui partent à la retraite, il n'y en a pas tellement qui les remplacent parce qu'ils n'ont pas fait d'enfants, enfin bref. Ou ils n'ont pas fait de petits-enfants. Alors qu'est-ce que fait le gouvernement? Il y avait une caisse de retraite par capitalisation en France qui s'appelait l'Agirc-Arrco. Ils sont en train d'essayer de la piquer. Il y a 90 milliards de réserves, ils vont piquer la caisse de retraite des avocats, ils vont essayer de piquer la caisse de retraite de médecins, pour essayer de prendre du pognon à ceux qui ont, en quelque sorte, à ceux qui ont mis de l'argent de côté, quoi, mettons, aux fourmis, pour les distribuer aux cigales, et dont la plupart des cigales, d'ailleurs, sont pas nés dans le pays, si j'ose dire, en plus, parce que c'est des transferts massifs qui se fassent. Donc le vrai problème, c'est, on retrouve toujours la même chose, c'est, il y a deux façons de faire, dans le fond, empêcher la baisse du niveau de vie et empêcher l'inflation. Le premier, c'est la productivité. C'est-à-dire que vous investissez dans des choses qui vont accroître la capacité de chaque Français à créer de la valeur. Alors là, je vais vous donner un chiffre, mais qui est tout à fait stupéfiant. C'est que l'Europe, je veux dire le monde, a dépensé depuis 10 ans 1000 milliards de dollars en moulin à vent et miroir magique. Hein, 1000 milliards de dollars. À l'époque, il y a 10 ans, la consommation d'énergie, enfin, c'était 82% fossile. Et on dépensait 700 milliards par an pour faire des trous, pour trouver de nouvelles énergies fossiles. On a empêché les énergies fossiles d'être recherchées, on en a parlé souvent ici. Maintenant, les grandes sociétés pétrolières investissent, si on a du pot, 300 milliards. Donc ça a baissé de 400 milliards. Et aujourd'hui, on était à 82%. On est maintenant à 81%. C'est-à-dire que le 1000 milliards de dollars nous a permis 1% de la production énergétique. De la production énergétique. C'est foutre de l'argent en l'air, ces 1000 milliards de dollars. Les gens ne comprennent pas, 1000 milliards de dollars, c'est pas de l'argent qui a été créé comme ça. C'est de l'argent que vous avez pris sur l'épargne, la vôtre, la mienne, tout ça, vous la prenez. Et avec ça, vous payez des gens qui, pendant 5 ans, par exemple, s'ils font une centrale nucléaire, vont créer un outil qui va créer de la valeur au bout de 5 ans, mais pendant 5 ans, ils consomment, ils ont des enfants qui vont à l'école, ils prennent des vacances, et ils n'ont rien. Ils ne produisent rien. Donc l'épargne, c'est en quelque sorte, il faut que vous mettiez dans la tête que quand vous avez une épargne, vous avez l'épargne monétaire, là, et de l'autre côté, vous avez une partie importante de la population qui travaille sur des objets qui, dans le futur, vont améliorer notre niveau de vie.
C'est le stock de capital, en quelque sorte. Et bien là, le stock de capital, il baisse. Puisqu'on investit que dans des trucs qui ne rapportent rien. Puisque c'est les politiques qui le font à la place des économiques. Donc ça veut dire que notre niveau va baisser. Et comme on n'a pas créé de nouvelles sources d'énergie vraiment fiables, bah, ça veut dire que comme l'économie c'est de l'énergie transformée, bah, vous allez vous retrouver avec un niveau de vie qui va baisser et des prix qui vont monter. Donc, tant qu'on continuera avec ces politiques imbéciles, et ben, notre niveau de vie baissera et nos prix continueront à monter. C'est-à-dire que notre niveau de vie va baisser jusqu'à un moment où les types se diront plus « je suis vegan » ou je sais pas quoi, parce qu'ils seront contents de trouver quelque chose à bouffer. Vous voyez, quand il n'y aura plus de rien du tout, ce que j'essaie de dire, c'est que dans le fond, le gars qui est vegan, c'est parce que son assiette a toujours été pleine. Le jour où son assiette devient vide, pendant 3 jours de suite, s'il trouve un steak haché, il le bouffe. Oui, bien sûr. Oui, ce que je veux dire, donc on a une espèce d'environnement aujourd'hui d'enfants gâtés qui vivent dans une société magique où ils pensent que leurs désirs doivent être transformés en réalité. Ben non. Le monde est dur. Bon, donc toute cette génération va en prendre plein la gueule. Et comme toute cette génération va en prendre plein la gueule, on peut espérer que de cette génération va sortir des hommes forts. Oui, j'espère aussi, oui. C'est à chaque fois ce qu'on dit, c'est les hommes forts créent des situations douces qui elles-mêmes créent des hommes faibles, qui eux-mêmes créent des situations dures, qui elles-mêmes créent des hommes forts, etc. Donc aujourd'hui, on a besoin, je ne sais pas d'où ils vont sortir, mais voilà quoi, donc, encore une fois, il n'y a pas de mystère. Quand votre niveau de vie augmente, vous devez épargner, investir, créer des choses dont les gens ont besoin. Et en ce faisant, ça permet à tout le monde... Mais ce n'est pas la consommation qui crée la croissance, contrairement à ce que pensent beaucoup d'économistes. C'est l'épargne, l'investissement et la prise de risque. C'est vrai que notre économie, peut-être en France encore plus qu'ailleurs, repose énormément sur la consommation. Oui, au point qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus qu'un tiers de ce qu'on consomme en France qui est fait en France. Donc ça veut dire que les 2 tiers viennent de l'étranger, mais ça veut dire qu'il faut le payer en vendant d'autres produits et d'autres actifs à l'étranger pour pouvoir acheter les 2 tiers. Bah, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que soit on va vendre tous nos actifs, soit il va falloir qu'on se mette à faire plus de produits ici pour les vendre à l'étranger. Oui, par ailleurs... Il va falloir travailler plus et consommer moins. Et par ailleurs, il y a donc un truc qu'on a beaucoup commenté ici de manière successive, c'est du coup le creusement encore du déficit commercial. Donc là, si on prend encore les 12 derniers mois, on est à 150 milliards. Donc on avait dit déjà la dernière fois qu'il y avait eu un compte, je sais plus, ça devait être peut-être 120 milliards. On s'était dit que Macron serait tout à fait capable de faire encore bien mieux. Il nous le montre. Hein. Il nous le montre. Et en plus, le prix du pétrole s'est stabilisé pendant quelques temps parce que pour toute une série de raisons. Mais s'il repart à la hausse, ce qui me paraît assez probable, une fois que les Américains cesseront de tirer sur leurs réserves stratégiques, là, ça sera 300 milliards en un an, quoi. Mais jusqu'à quand les étrangers vont-ils accepter de nous payer parce qu'on a une bonne gueule pour ne pas travailler? C'est-à-dire qu'ils achètent des obligations qu'on ne leur remboursera pas. Ouais. Et nous, on leur achète des voitures, des voyages à l'étranger, etc. À un moment, ils vont dire non, si ça vous fait rien, vous nous payez dans notre monnaie, pas dans la vôtre. Et il y a aussi évidemment une autre question qui va un petit peu avec, parce qu'à chaque fois, récemment, on parle beaucoup de bouclier anti-inflation, etc., où en fait l'État essaye de combler un peu ce que le Français ne va pas pouvoir payer, ce qui est une solution. Vous savez ce que c'est un bouclier? C'est un blocage. Ils bloquent les prix, c'est tout. Donc ils sont en train de dire, je vais bloquer le prix du pain, non, je vais bloquer le prix de la farine, et comme ça, le pain sera pas cher. Et comme les ouvriers n'iront pas manifester boulevard du Temple. C'est une idée qui était une très bonne idée vers 1793, mais ça n'a jamais marché, puisque même sous Dioclétien, je crois que c'était au 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ, il avait bloqué les prix, ça avait foutu un bordel noir. Donc il n'y a pas d'exemple dans le monde d'un blocage des prix qui fonctionne. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils n'appellent plus ça blocage des prix. Ils appellent ça bouclier. Oui. Parce qu'on imagine, si vous voulez, l'État avec sa grande armure blanche,
avec son bouclier protégeant le pauvre Français qui crapahute là-dessous contre la voracité des forces internationales qui ne demandent qu'à ruiner le pauvre Français. Mais Cornio, il n'existe pas ce bouclier. C'est toi. L'État n'est qu'une fiction. Il est en train de dépenser de l'argent qu'il emprunte en ton nom et que tu devras rembourser. Donc ce bouclier, c'est complètement illusoire. Oui, c'est juste toi plus tard, quoi. C'est toi, il te dit, je vais te défendre. Et puis quand tu demandes, c'est toi qui paieras dans 5 ans. Ouais. Et donc, toutes ces histoires de bouclier, ça ne fait que retarder l'ajustement inévitable. Mais alors justement, du coup, on n'arrête pas de s'endetter depuis des années. Ça, c'est vraiment... Normalement, ça aurait dû s'arrêter vers 2014-2015. Et on a inventé... Bon, il y a la BCE qui a commencé à acheter les obligations, etc. Mais... si le genre de bouclier, la contrepartie, c'est une création de masse monétaire, si la Banque centrale cesse de créer de la masse monétaire, on est cuit. Et ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'on ne peut pas demander à notre Banque centrale de financer, comme le ferait le Zimbabwe, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout souverain. Oui. En créant l'euro, on a abandonné notre souveraineté monétaire, et les gens maintenant vont se rendre compte de ce que ça veut dire. Mais alors, quand est-ce qu'on va devoir la rembourser, cette dette? Parce que jusque-là, on n'arrête pas de l'accumuler, et jusqu'alors, ça pose pas vraiment de problème, à part pour d'éventuels taux d'intérêt. Mais... On n'aurait jamais la rembourser. Ce qu'on fera un jour, il y aura que 2 possibilités. Ou bien on dévalue on sort du franc, on sort de l'euro, et on rétablit le franc, et on perd 50 ou 60%, et à ce moment-là, on redevient compétitif. Mais on ne peut plus prendre des vacances en Thaïlande, c'est fini. Ça, c'est... Ouais. Et les gars qui sont à la retraite et qui ont été passés leur retraite, je sais pas où, à Bali, ils reviennent au galop parce qu'à Bali, ils boufferont pas avec ce qu'on appelle un bon. Ou alors on fait ce qu'on a fait une fois en 1798, qui s'appelait la faillite des 2 tiers, 1797, je sais plus, où on dit, bon, vous avez des titres de dette, les gars, mais ils valent 100, en fait, on vous rembourse 30. Et c'est bon. Et d'ailleurs, on vous paie un intérêt dessus, mais on ne vous rembourse pas par le capital non plus. Et puis, soyez contents, parce que vous avez quand même un gros tiers qui vous reste, quoi. Et, vous apurez là. Donc, à ce moment-là, toutes les caisses de retraite, tout ça, c'est en faillite. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est ce que j'essaie d'expliquer j'ai fait un numéro un papier là, lundi dernier sur les retraites. Quand on a été chassé du paradis, on nous a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire que, les gars, pour bouffer du pain, il faut bosser. Tandis que maintenant, la plupart des Français pensent que si on consomme, on crée la croissance. Tu crées la croissance en Allemagne, en Chine, tant qu'ils achètent nos obligations, mais le jour où on n'achètera plus nos obligations, quand on n'aura plus rien à vendre. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous me dites quand ça va s'arrêter, mais c'est pas la question. La question, c'est quand est-ce que le reste du monde va décider de s'arrêter de nous financer? C'est ça la question. Quand est-ce qu'on va se rendre compte qu'on ne vivait que de... En fait, tout ce qu'on bouffe, toute notre croissance depuis 20 ans, c'est ce que j'appelle une croissance empruntée. C'est pas une croissance gagnée. Oui, c'est vrai, on le voit beaucoup de ces dernières années, systématiquement, enfin même depuis des décennies, systématiquement, le budget de l'État est déficitaire. On n'a pas eu un excédent budgétaire depuis M. Barre, je crois, en 60. Ouais, ça devait être ça, 75, 16, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, oui. Pour l'apprendre, il a été battu aux élections. Donc, oui. Et donc, nécessairement, par voie de conséquence, si on n'a que des déficits de l'État depuis maintenant près de 50 ans, c'est que nécessairement on emprunte, parce que sinon, je veux dire, il y aurait des gens il fallait faire une création monétaire de l'autre côté, mais pas avec la BCE. C'est ça. Donc ouais, c'est une question que je me pose à chaque fois, parce qu'on emprunte comme si c'était gratuit, comme si ça allait de soi. Enfin bref. On n'a pas fini de rigoler, les gars. Quand je dis on n'a pas fini de rigoler, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est le jour où ça s'arrêtera, on aura fini de rigoler. Ça sera fini, là, la rigolade. Il y a peut-être toute une série de gens qui trouveront peut-être que c'est peut-être plus la peine de venir en France à ce moment-là. Ah bah oui, c'est peut-être le seul point, peut-être éventuellement positif. Non, mais c'est pas le point positif, mais ça veut dire simplement, il y a toute une série de gars qui vont se dire, mais qu'est-ce que je fous si j'ai plus droit à rien Ouais. Oui, c'est sûr, oui. Donc ça va changer un peu la nature du futur, quoi. Mais d'ailleurs, vous avez évoqué aussi le poids incroyable de l'État dans l'économie, le fait que
si notre pouvoir d'achat baissait à chaque fois, si on n'arrivait pas à acheter les mêmes choses tout en ayant le même métier que l'année dernière, c'est parce que l'État se goinfre trop. Et justement, j'avais vu un autre graphique comparant deux choses avec plusieurs États européens. C'est d'une part le taux de prélèvement obligatoire et d'autre part la redistribution. Et alors c'est très intéressant parce que nous, donc on a le taux de prélèvement le plus élevé d'Europe, sauf que on n'a pas le taux de redistribution le plus élevé d'Europe. Ce qui veut dire que l'intermédiaire, donc l'État, se goinfre beaucoup plus que dans les autres États. Ben, c'est toujours pareil, c'est ce que je dis aux gens. Vous savez, regardez, vous voulez vous occuper des mères célibataires, des personnes âgées, etc. Vous allez voir les sœurs des pauvres, les petites sœurs des pauvres, là, vous leur filez du pognon. Il y a 99% qui ira à ceux qui en ont besoin, et puis 1% dont ils se serviront pour se faire la soupe le soir. Ce que je veux dire, c'est pas... vous créez une administration pour faire ça, et vous avez à peu près 10% du pognon qui arrive aux pauvres et 90% qui est bouffé par l'administration. Mmh. Donc il n'y a rien... comme disait, encore une fois, Milton Friedman, il disait, il n'y a rien de plus éternel qu'un programme temporaire étatique. Oui, jusqu'à ce que ça s'effondre, mais effectivement, oui, c'est sûr que oui, à chaque fois qu'on parle de programme temporaire, je vois pas tellement temporaire, quoi. Non. Donc c'est vrai. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que je voulais évoquer donc aujourd'hui. Tout ça est très intéressant, mais ça veut dire que les gens s'imaginent qu'ils sont sur un tapis roulant, je sais pas, dans un aéroport, et qu'ils l'ont pris en sens inverse, quoi. Et que le tapis roulant accélère de plus en plus. Et donc vous devez vous mettre à courir pour rester sur place, puis ensuite vous devez sprinter. Mais il y a un moment où vous n'y arrivez plus, vous partez en arrière. C'est-à-dire que la marche arrière, quand on n'arrivera plus à faire semblant de croître par la dette, ça va être extrêmement rapide la baisse du niveau de vie. Et vous le voyez arriver... Je ne sais pas quand, mais je sais ce qu'il ne faut pas avoir pour que vous fassiez ramasser. Par exemple, il ne faut pas avoir une obligation française. Il y a toute une série de choses qu'il ne faut pas avoir. Oui, mais ça d'ailleurs, vous en parlez régulièrement sur le blog de l'Institut des Libertés. Vous avez ce que vous appelez un portefeuille idéal. À chaque fois, qui se démerde très bien par rapport au CAC 40 général. Donc, vous avez fait, je crois, il me semble que j'ai fait à peu près 10% en termes réels depuis le début 2000. Ouais. Alors que le CAC a perdu à peu près 25% en termes réels. C'est pas des trucs géniaux, hein. Oui, mais enfin, c'est quand même mieux que... Il vaut mieux gagner 10 que perdre moins 25. Hein. Oui, c'est sûr, voilà. Donc, voilà un petit peu tout ce que je voulais encore une fois, évoquer aujourd'hui. Faites gaffe, ce que monsieur tire aux gens, c'est faites gaffe, parce que personne ne va s'occuper de ça à votre place, hein. Parce que si vous allez donner votre fric à la banque, elle va faire ce que lui dit de faire le gouvernement français, c'est-à-dire vous achetez des obligations françaises et vous perdrez 40%. Ah ouais, donc ne vous imaginez pas une seconde qu'il va y avoir le bouclier de l'épargne qui va se mettre en place. Vous allez en prendre plein la gueule. Et c'est un truc de dingue comment de plus en plus les banques nous font comprendre que notre argent n'est pas à nous. C'est-à-dire que j'en parle parfois justement avec ma grand-mère où parfois elle tente de retirer de l'argent, on lui dit madame ça va être de moins en moins quand même parce que voilà. Vous exagérez quand même. Oui, c'est ça. Votre petit-fils, il faut arrêter de lui faire des cadeaux, quoi. Elle m'avait offert ça justement, donc c'est quand même très utile. Mais bon. Oui, c'est quand même... mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a tellement pris le bouclier. On va mettre le bouclier étatique, le bouclier. Tous ces pauvres Français pensent qu'ils sont protégés par ce bouclier. Mais vous êtes protégés comme par la ligne Maginot, quoi. Arrêtez de croire à ces bêtises. C'est une belle image. On va donc se laisser dessus. On a près d'une heure d'émission encore, comme d'habitude. On bavarde trop. Oh, ça va. Il y en a qui en demandent encore plus. Il y en a qui disent que c'est bien. Moi, je trouve qu'une heure, c'est plutôt pas mal. On a le temps de trouver quelques sujets à peu près convenablement. Voilà, donc je remercie encore comme d'habitude notre auditoire. Je précise que nos émissions elles peuvent être écoutées aussi sur Deezer, sur Spotify pour ceux qui ont besoin de faire autre chose en même temps. Également, je précise que nous sommes présents
dans un premier lieu sur le blog de l'Institut de Liberté, où des articles sortent régulièrement, où Charles sort un article chaque lundi, qui est toujours très intéressant. Je précise que nous sommes aussi donc sur plusieurs réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, où Charles performe comme c'est pas permis. C'est vraiment rien de rire. Alors que d'ailleurs, j'avais vu un article, rien à voir, mais qui montrait que en fait TikTok essayait de mettre en avant en Europe un contenu qui va tendre plutôt à la décadence, alors qu'en Chine, il y a un contrôle total. Ça va être du contenu beaucoup plus éducatif, limité à 40 minutes par jour pour ne pas perdre trop de temps. Donc, je sais pas, peut-être que vous avez contourné l'algorithme. Non, mais tout le monde sait que je suis payé par le Parti communiste chinois. Oui, ça va de soi. C'est comme ça que je maintiens ces bureaux splendides et qu'on peut vous payer. Donc oui, voilà, tout ça c'est grâce au Parti communiste chinois auquel on ne saurait trop dire merci. La Sainte Chine. Donc on va se laisser là-dessus. Et puis donc un grand merci. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Beaucoup.